Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du rendez-vous du SMMA. Dans cette série YouTube, je m'intéresse aux facteurs de réussite d'une agence de marketing et j'utilise notre propre agence Social Ads comme labo d'expérimentation. Une fois par mois, je te partage tous nos apprentissages pour éviter de reproduire les erreurs qu'on a pu commettre. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Étienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram et TikTok pour les e-commerçants. Rhodes, c'est une entreprise toute jeune, on s'est lancé il y a un peu plus de 6 mois, une équipe de 6 personnes, bientôt 8, tous en télétravail, 2 pôles, la gestion média et le studio créatif, et un peu plus de 35 marques accompagnées, dont la majorité sont des e-commerçants. Avant ça, j'ai monté une première agence de grosse marketing et j'ai aussi travaillé chez Google et Meta pendant 5 ans où j'ai conseillé un peu plus de 200 marques sur leur stratégie de publicité en ligne. Au programme, aujourd'hui on va voir comment prioriser et gérer son temps, la lutte contre l'ennemi numéro 1 des agences, le churn, notre pilotage au quotidien, et pour finir je te partagerai notre chiffre d'affaires du mois de juin pour que tu puisses suivre notre évolution. Assieds-toi confortablement, resserre-toi un café, on est parti. Quand je me suis lancé dans l'aventure, j'ai d'abord commencé par me mettre en freelance pendant quelques mois. L'objectif c'était de signer quelques clients pour tester mon offre, de me faire un petit nom sur LinkedIn, de recruter mes premiers employés et de construire le site web de l'agence. Mais travailler seul et gérer plus de 30 clients et plusieurs employés, c'est complètement différent. En tant que CEO et surtout au début d'une aventure, on est sur tous les fronts. Il faut répondre aux questions, gérer le développement commercial, mettre en place des process, s'occuper de la facturation, du juridique, gérer les paies, etc. Et j'ai remarqué que plus on grandissait, plus le nombre de petites tâches que je devais réaliser chaque jour grandissait aussi, jusqu'à ce que je me retrouve complètement débordé. Parce que le problème c'est que quand on passe ses journées à éteindre des feux, déjà ça fait des journées très longues, et surtout ça laisse peu de temps pour travailler sur des sujets de fond qui font vraiment avancer la boîte. Alors que le taf de CEO, c'est pas de faire des choses qui pourraient être faites par d'autres personnes, mais plutôt de se concentrer sur le développement de l'entreprise. Du coup, au bout de quelques mois, j'ai vite compris que c'était pas viable et qu'il fallait que je revoie toute mon organisation pour me libérer du temps. Et c'est là que j'ai compris l'adage, le temps c'est de l'argent. La première chose que j'ai faite, c'est de déléguer. L'objectif c'était de passer la main sur toutes les tâches qui me prenaient du temps et qui pouvaient être faites par d'autres personnes. J'ai pris des logiciels pour la comptabilité et la paye, j'ai pris une assistante administrative dès que j'ai pu me la payer pour m'aider sur les RH, les factures, les devis et les relances, et j'ai transféré progressivement tous les comptes que j'avais encore sous gestion à mon équipe qui fait de l'excellent travail. Un petit outil très utile que j'utilise pour y voir clair quand je suis sous l'eau, c'est la matrice de Eisenhower, également connue sous le nom des 4D. En gros, il y a 4 cadrans selon lesquels tu peux noter l'importance et l'urgence d'une tâche, et ça t'aide à savoir ce que tu dois prioriser ou non. Dans la catégorie Do, il y a les tâches urgentes et importantes, autrement dit, t'as pas le choix, il faut que tu les fasses. Dans Delay, il y a tout ce qui est urgent mais pas important, donc il faut que ce soit toi qui le fasses, mais ça peut attendre. Dans Delegate, il y a tout ce qui est urgent mais pas important, donc il faut le faire mais c'est pas obligé que ce soit toi qui le fasses. Et dans Delete, tout ce qui est ni urgent ni important, autrement dit des tâches qui te parasitent et que tu peux supprimer. En mettant sur papier la liste de mes tâches récurrentes et en les triant selon cette petite matrice, j'ai réussi à déléguer des choses et à me dégager du temps, et en plus ça a permis à mes équipes de monter en responsabilité sur pas mal de sujets. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est de revoir l'organisation de mes journées. J'ai identifié que mes journées n'étaient pas du tout productives parce que j'étais constamment interrompu par des notifications, des appels ou des réunions. Résultat, j'étais sur 1000 sujets à la fois, et même si j'avais l'impression d'avancer sur plein de choses, j'avais jamais vraiment le temps de me poser sur des sujets stratégiques pour la boîte. Du coup, j'ai complètement revu l'organisation de mes journées. Le matin entre 7h et 8h, je fais du sport. De 8h à 9h45, je fais toutes mes petites tâches comme répondre aux mails ou cocher les cases de ma to-do. Et de 10h à 13h, je me mets une plage horaire de deep work pendant laquelle je me concentre sur des tâches de fond qui vont vraiment faire avancer les choses. L'après-midi à partir de 14h, je me rends évidemment disponible pour des calls ou des réunions. Et mes journées sont toujours aussi intenses, mais au moins elles ont le mérite d'être organisées. Pour limiter les distractions, j'ai aussi coupé toutes les notifications des réseaux sociaux. J'ai bloqué mon calendrier pour ne pas prendre de rendez-vous le matin, et j'ai aussi prévenu mon entourage pour qu'il soit au courant de mon nouveau fonctionnement. La troisième chose que j'ai mise en place, c'est le planning hebdomadaire. Cette méthode, je l'ai prise dans un livre que je te recommande chaudement qui s'appelle 7 Habits of Highly Effective People. Le titre est un peu racoleur, je te l'accorde, mais il y a pas mal d'astuces qui sont super utiles pour apprendre notamment à gérer son temps. Une des astuces partagées dans ce livre, c'est d'organiser son emploi du temps à la semaine. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il a naturellement tendance à surestimer ce qu'il est capable de faire en une journée et à sous-estimer le temps que prendront les imprévus. Et pourtant, une grande partie des gens que je connais, et moi le premier, continuent à planifier au jour le jour. Mais quand on manque déjà de temps et qu'on s'organise au jour le jour ou qu'on planifie la veille pour le lendemain, et ben on en met souvent beaucoup trop dans son assiette et on se retrouve très vite débordé. L'avantage de changer d'échelle temporelle, c'est que ça permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble de son temps disponible. Je sais que j'ai mes 2 blocs, de 8h à 9h45 pour ma to-do et de 10h à 13h pour mon deep work. Donc tous les dimanches, je me pose pendant 1 heure pour lister toutes les actions que je veux mettre en place dans la semaine qui vient, et ensuite je répartis ces actions dans ces 2 blocs tout au long de ma semaine. Comme ça, je commence ma semaine sereinement, je sais exactement ce que je dois faire et j'ai pas besoin de m'organiser à l'arrache. Évidemment, j'ai toujours autant de travail, mais au moins je suis bien plus en contrôle, et surtout si mes journées finissent un peu plus tard que prévu, et ben je culpabilise pas parce que j'ai pas fait de sport le matin par exemple. Dans le marketing, il y a plusieurs types d'agences. Des agences web, des agences SEO, les agences médias, etc. Toutes vendent du service, mais pas forcément le même type de prestation. Il y a les prestations limitées dans le temps. Par exemple, une agence qui construit un site web, une fois que le site est livré, la prestation est finie. Il y a les prestations récurrentes qui ne sont pas limitées dans le temps, comme par exemple du conseil ou de la gestion de projet SEO. À mon sens, les prestations récurrentes sont plus difficiles à signer, mais bien plus intéressantes, parce qu'une fois qu'un contrat est signé, c'est du revenu assuré pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui limite l'effort commercial à faire pour générer de la croissance. Pour une agence comme la nôtre, qui gère des campagnes de publicité Meta ou TikTok, on peut en théorie garder un client très longtemps, parce que tant qu'il est satisfait et que la publicité lui
apporte des résultats, il n'a aucune raison d'arrêter de travailler avec nous. Au départ, on pensait qu'avoir des clients satisfaits et leur apporter du résultat étaient 2 conditions suffisantes à la rétention. On a donc mis tout notre focus là-dessus. Mais après quelques mois, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Et que même avec un excellent niveau de satisfaction client et des très bons résultats, on avait quand même des clients qui arrêtaient. Il y a pas longtemps, j'ai fait une petite analyse et j'ai observé qu'au mois de juin, 33% des clients qui étaient actifs chez nous sur des prestations récurrentes en janvier ne l'étaient plus 6 mois plus tard. C'est énorme. Une partie de ce churn est structurelle, donc liée au turnover qu'il y a dans le milieu des agences, et une autre partie est liée à tout un tas de raisons comme le changement de gouvernance, des problèmes de trésorerie ou un compte qui est suspendu. Mais même si on n'a pas la main sur l'intégralité de ces facteurs de churn, on peut quand même travailler sur 2 éléments. Le premier, c'est l'engagement contractuel pour verrouiller ses clients sur une période de temps définie. Jusqu'ici, on appliquait une politique de zéro engagement avec nos clients, autrement dit, ils pouvaient arrêter quand ils voulaient, ce qui était un très bon argument commercial, mais qui n'était pas forcément une manière pour nous de les garder très longtemps. On commence donc de plus en plus à les engager sur des périodes de temps minimum, comme 3 à 6 mois par exemple, et on les sonde pour savoir s'il serait ok d'allonger cette durée, moyennant une négociation des frais par exemple. Et le deuxième point sur lequel on passe énormément de temps, c'est notre ICP. Autrement dit, faire un maximum de choses pour attirer des entreprises qui ressemblent à notre client idéal. En faisant une petite rétrospective des 6 premiers mois, on s'est rendu compte qu'on n'acceptait pas toujours de travailler avec les bons clients et que nos critères n'étaient pas toujours suffisamment sélectifs. Du coup, on est en train de mettre en place une grille de scoring pour qualifier ou disqualifier un client. Au-delà des critères classiques comme le chiffre d'affaires ou le budget, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, on va éviter de travailler avec des clients qui n'ont pas au minimum 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, des clients qui n'ont pas encore trouvé leur product market fit, des clients qui veulent tester les social ads pour la première fois pour voir si ça fonctionne, des entreprises qui font du dropshipping, qui n'ont pas de tunnel de vente optimisé, ou alors qui comptent sur nous pour les aider à lever des fonds. Du coup, on va de plus en plus s'orienter vers des marques qui dépensent déjà en publicité, et pour qui la question n'est pas de savoir si les social ads fonctionnent pour eux, mais plutôt de savoir si on est la bonne agence pour travailler avec eux. Avec ce raisonnement, on se prive sûrement de chiffre d'affaires immédiat, mais on sait que sur le long terme, c'est une stratégie gagnante. Un gros sujet sur lequel je me penche en ce moment, c'est le pilotage de l'agence. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe, mais il y a 2 personnes qui nous rejoignent dans l'été, donc à la rentrée, on sera 8. En petit nombre, c'est facile d'être au courant de tout, mais plus on va se développer et moins ce sera le cas, du coup on essaye d'anticiper au max. Et particulièrement parce qu'on est en 100% télétravail. Il y a donc 3 sujets de pilotage d'entreprise sur lesquels on se penche actuellement. Le premier, c'est d'aligner les équipes dans la même direction. Pour ça, j'utilise notamment une métrique qu'on appelle la North Star, qui correspond à un objectif plus ou moins long terme, très clair et défini dans le temps. Pour nous, c'est d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois d'ici la fin 2023. Et j'utilise aussi les OKR, Objective Key Results, qui sont une méthode de gestion d'entreprise très connue, notamment parce qu'elle est utilisée par les entreprises comme Google, LinkedIn ou Uber. L'idée est de fixer 3 à 5 objectifs clairs, ambitieux et définis dans le temps, et d'y associer des actions ou des indicateurs qu'on va pouvoir mesurer. Chez Rhodes, chacun le fait à son échelle, et on fonctionne un peu comme des poupées russes. Je commence par définir des OKR au niveau de l'entreprise. Jordan et Nielsen, qui sont respectivement en charge du pôle performance et du studio créatif, font la même chose à leur échelle, et chaque membre de l'équipe se fixe des OKR individuels. On s'est rendu compte que même si on avait une bonne vision long terme, il fallait qu'on puisse rapporter ça à des choses tangibles et mesurables au court terme. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit en physique avec toute l'équipe tous les trimestres pour faire une rétrospective du quarter qui vient de s'achever, définir les objectifs pour le quarter qui vient, avec le framework notamment AAA, RRR, je reviendrai probablement dessus dans une autre vidéo, retranscrire nos idées en action et les prioriser, et ensuite les transformer en sprint de 1 à 2 semaines pour avancer dessus en équipe. Et le troisième sujet qui, je pense, fait la différence entre une agence moyenne et une très bonne agence, c'est les process. Les process, ça veut dire énormément de choses, et je pourrais faire une vidéo détaillée sur ce sujet. Mais pour résumer, l'idée c'est d'être super clair sur l'externe et l'interne. Sur l'externe, c'est tout ce qui touche au client, avec notamment les sales, pour définir toutes les étapes de vente depuis le premier contact jusqu'au closing, en passant par la transition au performance manager, et aussi toute la partie gestion client, c'est-à-dire une fois que le contrat est signé. On va décomposer ça en plusieurs briques comme l'onboarding, le reporting, la relation client, le suivi, etc. Pour chacune de ces briques, on va essayer d'être le plus clair précis et de documenter ça dans une fiche dédiée, à laquelle les personnes actuelles et les futurs recrues peuvent avoir accès. Et enfin, côté interne, avec nos valeurs, nos règles, par exemple les heures en dehors desquelles le chat n'est pas accepté, mais aussi tout ce qui touche au management, avec par exemple des one-to-one hebdomadaires et des points de carrière tous les 3 ou 6 mois. Et enfin, les routines, c'est-à-dire toutes les réunions régulières au cours desquelles on se voit pour échanger sur différents sujets. On a par exemple un team meeting tous les lundis en début d'après-midi, un meeting de 15 minutes tous les matins pour partager les priorités de sa journée, des war rooms de 1 heure tous les vendredis et un board meeting tous les mois pendant lesquels je me retrouve avec Jordan et Nielsen à discuter pendant 1 heure de tous les sujets stratégiques de l'entreprise. C'est pas encore 100% optimisé, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, mais on a déjà une très bonne V1 qui nous permet d'accueillir sereinement des nouveaux clients et des nouvelles recrues. C'est parti pour les résultats. Du coup, ce mois-ci, côté résultats, on est plutôt content parce qu'on a une progression sur quasiment tous les indicateurs. Côté réseau, je suis désormais sur LinkedIn à 10 150 abonnés, sur YouTube à 450 abonnés, sur Insta à 280 abonnés, et sur TikTok, je viens tout juste de passer la barre des 10 000 abonnés. Côté revenu, on relève un chiffre d'affaires de 35 715 €, soit 22% de croissance par rapport au mois précédent. Sur Q2, ça nous fait un chiffre d'affaires total de 89 450 €, soit 98% de croissance par rapport au trimestre précédent. Et depuis notre lancement il y a 6 mois, on a fait au total un chiffre d'affaires de 134 548 €. On anticipe une stabilisation, voire une baisse sur les mois de juillet et août, qui sont des mois connus pour être creux en publicité. Et moi, on profite pour préparer la rentrée et accueillir les nouveaux talents et les nouveaux clients qui nous rejoignent dès septembre. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé le contenu utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en mettant un petit like, un commentaire ou en t'abonnant, ça me donne de la force. Et je te dis à dans un mois pour l'épisode numéro 3 du rendez-vous du SMMA.